Salut à tous, c'est Franck de J&F Franck. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez peut-être pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler un petit peu des études dans le domaine du sport. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour savoir si une étude a bien été réalisée, si vous pouvez avoir confiance en ses résultats. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai, on fera un exemple, je vous montrerai par rapport à une étude justement, où sont les failles alors que l'étude est bien menée. Avant de rentrer dans le sérieux, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez sur notre chaîne, donc dans ce cas-là déjà, bienvenue. Je m'appelle Franck, j'ai 28 ans, je suis coach sportif diplômé, et sur cette chaîne, on discute de sport, d'équipement, de nutrition, de tout ce qui tourne autour du fitness. Les études scientifiques dans le domaine du sport, c'est un gros problème qu'on a. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y en a très peu, voire trop peu, et d'un autre côté, il y a trop d'études qui sont mal faites. Et pourtant, vu la rareté des études, la plupart des études, même mal faites, sont publiées et utilisées dans le quotidien. Donc comme je vous l'ai dit, dans une première partie, je vais vous donner les clés pour comprendre si une étude a plus ou moins bien été faite. Déjà, la première chose, nous, public francophone, la plupart des études auxquelles on a accès sont traduites par des organismes ou sont résumées par des organismes. Et le premier réflexe que vous devez avoir quand quelque chose parle d'une étude, c'est d'aller chercher l'étude original. Normalement, tout bon article là-dessus doit citer à la fin de son article justement d'où provient l'étude et le nom de celle-ci. Il suffit de la taper dans votre barre de recherche sur Internet et vous allez trouver l'étude originale. Ensuite, deuxième chose très importante, avant même de regarder les critères de validité d'une étude, regardez qui l'a faite, comment et pourquoi elle a été faite. On a déjà parlé dans une autre de nos vidéos justement de certains conflits d'intérêts qu'on retrouve dans les études. Là, quand on en avait parlé, c'était sur les études dans la partie alimentation. Mais en fait, on regardait qu'une étude pour prouver les bienfaits du petit-déj avait été financée par Kellogg's. Donc à partir de ce moment-là, même si l'étude est bien faite, même si l'étude montre certaines choses, on peut se dire qu'il y a un conflit d'intérêts quelque part, donc on peut remettre quelque part en question quand même ces résultats. Donc, qui, comment et pourquoi. Et vous verrez que c'est une des grosses explications aussi de la pénurie d'études qu'on a justement dans le milieu du sport. C'est comme il y a très peu de financement disponible, il y a très peu d'études. Une fois que vous avez votre étude devant vous, bien sûr, une première lecture est importante. Non pas forcément pour se faire un premier avis, parce que du premier coup d'œil, on peut pas forcément voir si c'est bien fait ou pas, mais une première lecture pour connaître environ l'histoire, environ le protocole et environ ce qui a été mis en place. Ensuite, les deux grands critères de validité à regarder, c'est ce qu'on appelle la validité interne et la validité externe de l'étude. La validité interne, ça va concerner la maîtrise de l'étude elle-même. Le fait qu'il y ait une causalité qui a été créée et donc que les résultats veulent dire quelque chose. La validité externe, c'est dans le fait que les résultats soient exploitables, donc que, en gros, l'étude soit reproductible. Parce que bien sûr, ce que vous recherchez dans une étude, c'est qu'elle ait du sens par rapport à vous, votre domaine. C'est pas qu'elle ait bien été faite et que par rapport à ce public-là, ça ait de la valeur, c'est que par rapport au public que vous avez, ça ait de la valeur aussi. Du coup, validité interne et validité externe. Là, on va un tout petit peu les décortiquer. Validité interne, s'il y a quelque chose vraiment à retenir, c'est une histoire de causalité. Réussir à déterminer la causalité dans son étude. Imaginons que on fasse toute notre étude pour prouver que le caractère A détermine le caractère B, créer sa causalité, c'est bien montrer que A est responsable de B dans ce cas-là. Et du coup, il y a des protocoles très stricts à suivre pour ça. La première chose, c'est de vérifier la corrélation entre les deux. Donc vérifier vraiment que A a un impact sur B, que ce soit un impact direct ou indirect, faut vérifier que les deux sont liés. La deuxième chose est de vérifier la temporalité, parce qu'une causalité ne se fait que dans un sens. La temporalité de A sur B. Vérifier que A est bien antérieur à B. Et la troisième étape, c'est d'éliminer les biais, d'éliminer les autres variables qui pourraient être responsables de ça, d'éliminer tous les autres cas de figure qui pourraient faire ça pour n'en garder qu'un seul, un dernier. Les études, faut jamais voir ça comme une preuve de vérité. Faut voir à chaque fois une étude comme une élimination d'erreurs. C'est-à-dire que le principe d'une étude, c'est d'éliminer toutes les autres erreurs pour mettre en valeur ce qui pour nous est la vérité. Mais à aucun moment, on peut assurer que c'est réellement la vérité. La seule chose qu'on a réussi à assurer, c'est que les autres étaient des erreurs. Et en fait, avec le temps, il y a d'autres études qui sortent, qui vont être de plus en plus précises sur le même sujet pour affiner un maximum la théorie et éliminer encore plus de variables d'erreur. Donc déjà, ça c'est une grande leçon qu'on peut tirer, c'est que une étude nous guide, une étude nous aiguille dans une direction, mais une étude ne prouve jamais précisément quelque chose, elle élimine d'autres choses. Alors bien sûr, il y a tous les puristes qui vont se mettre à s'exciter dans tous les sens, il y a toujours des cas contraires, des études qui vont prouver exactement quelque chose, ou en tout cas on le pense jusqu'à aujourd'hui, mais ça reste une infime minorité. Donc voilà, validité interne, s'il y a quelque chose que vous devez regarder vraiment précisément, c'est la causalité. Validité externe, c'est de vérifier que l'étude est bien reproductible, qu'elle a du sens. Donc la validité externe, ça va être l'étude du public, l'étude des critères de sélection du public, d'inclusion, de non-inclusion, le mode de recrutement, l'emplacement, la date, le lieu, etc.
Et en fait, ce qui est mis en valeur là-dedans, c'est que du coup, cette validité interne et cette validité externe ne vont pas ensemble, voire des fois justement sont opposés. C'est-à-dire que si vous poussez un maximum la validité interne, la qualité de l'étude en elle-même, ça va être compliqué de faire ça avec beaucoup de populations et beaucoup d'endroits différents. Donc la validité externe va être basse. Et au contraire, si vous faites plein d'endroits d'études avec plein de populations différentes, ça va être difficile de contrôler la qualité de vos études elles-mêmes. Et donc c'est la validité interne qui descend. C'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans le milieu des études. Et donc une fois que vous avez vérifié qui, comment, pourquoi, validité interne, validité externe, que vous avez écarté les conflits d'intérêts avec les premières questions, vous avez vérifié tout ça, vous pouvez vous faire une idée de vous-même si pour vous, elle est valable par rapport à vos centres d'intérêt. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'une étude a été publiée qu'elle est valable. Et c'est là où on va se faire justement notre petit cas, on va aller regarder une des études. Alors, on me croira ou on me croira pas. Mais j'ai pas eu de mal à trouver une étude qui était mal faite. C'est-à-dire que je me suis mis sur un site qui référence des études dans l'univers du sport en France qui s'appelle CISPort. Je suis allé regarder leurs articles et j'ai pris le 3e article qui était présenté. Les 2 premiers, c'est pas parce que je suis allé les regarder que c'était bien fait, parce que ça prend du temps justement de regarder tout ça de près. Non, c'est juste que les sujets ne m'intéressaient pas plus que ça. Ça a duré une demi-seconde de choisir. 1, 2, non pas lui, ok, paf, je prends, j'ouvre, je lis l'étude et après on regarde ce que ça donne. Donc l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, en français, s'appelle densité minérale osseuse selon la discipline. Et c'est une étude qui va essayer de regarder les écarts de densité minérale osseuse et aussi d'autres écarts, mais c'est pas le but principal. Donc les écarts de densité minérale osseuse sur un public de jeunes femmes par rapport à 3 disciplines et à un groupe de sédentaires. Il y a l'haltérophilie, il y a la force athlétique, il y a le football et il y a le groupe de sédentaires. Donc si on lit une première fois l'étude, on va se rendre compte qu'ils ont choisi 37 femmes qui sont venues séparées dans ces catégories de sport justement ou de non-activité physique. Ils ont veillé à ce que chacune de ces femmes ait un niveau de compétition amateur et au moins 9 mois d'ancienneté dans le sport au niveau compétition amateur. Et après, avec une seule et même machine, ils sont venus vérifier leur densité minérale osseuse à plusieurs endroits. Ils ont pris la densité minérale osseuse générale, ils ont pris la densité minérale osseuse au niveau du bas du dos, et ils ont pris la densité minérale osseuse au niveau de la tête du fémur, le col du fémur. En plus de ça, juste pour comparer un petit peu, c'est pas le but de l'étude, mais ils sont allés regarder aussi leur pourcentage de masse maigre, donc de muscle, leur pourcentage de masse grasse, leur poids et quelques autres indicateurs, leur taille, leur âge, etc. Et il ressort de cette étude en fait que donc il y a un impact entre la discipline et la densité minérale osseuse, et donc que les femmes faisant de l'haltérophilie, c'est elles qui vont avoir le plus de la meilleure densité minérale osseuse générale, que au niveau du bas du dos, ça va être un petit peu entre les 3 disciplines, que ça va être un petit peu resserré, qu'il va y avoir une bonne densité minérale osseuse au niveau du bas du dos, contrairement aux sédentaires, qu'au niveau de la tête du fémur, ça va être un petit peu plus l'haltérophilie et le football que la force athlétique, mais ils vont être quand même au-dessus des sédentaires, et donc ça a un bon impact général sur la densité minérale osseuse. Sur le site français en tout cas, les chiffres exacts ne sont pas publiés, mais les résultats sont là. Donc à première vue, on se dit qu'il y a un impact direct et que cette étude est parfaitement menée et que tout va bien. Surtout que moi j'ai pris cette étude, elle est très intéressante pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis d'accord avec ces résultats. Donc je suis pas en train d'attaquer quelque chose que j'ai envie de détruire. Non, je suis plutôt d'accord avec ces résultats, mais je vais vous montrer pourquoi on peut pas se fier à ces résultats. Donc première chose, je vous l'ai dit, qui, comment et pourquoi. Donc là-dessus, on voit qu'il y a plusieurs personnes de citer dessus, et on voit qu'il y a le nom, enfin c'est même pas le vrai nom au final, mais le nom de l'étude qui est affiché en bas. Donc tout simplement, on la prend, on la met dans un onglet de recherche et on va trouver l'étude originale. Donc la vraie étude fait 26 pages, que bien sûr, je me suis tapé pour pouvoir vous en parler, et elle est uniquement en anglais. Elle a été menée à Austin, au Texas, dans l'université d'Austin, et déjà on peut voir qu'elle a été menée par un seul élève, et ce seul élève était en master de kiné. Déjà on peut se dire un premier truc, ah ok, là on parle en fait d'un élève qui est en train de passer une thèse de master et c'est un sujet de thèse. On n'est pas sur une étude scientifique, on est sur un sujet de thèse qui était bien sûr vérifié par des professeurs, qui était encadré quand même et pourtant qui contient des erreurs, je vais vous le montrer. Mais du coup on n'est pas sur ce qu'on pensait à la base. Et on peut se rendre compte aussi que le titre n'est pas le même et en fait ça va beaucoup jouer là-dessus. Le titre, je vais vous le traduire directement en français, c'est l'haltérophilie est meilleure que la force athlétique pour la densité minérale osseuse. Donc déjà, on peut voir qu'il n'est pas en train de regarder les impacts selon la discipline, il est en train de regarder que l'haltérophilie est meilleure que la force athlétique. Et en fait, quand on lit l'étude et quand on lit les références, il fait référence à d'autres études, et quand on lit les protocoles qui ont été mis et surtout les résultats d'études, parce qu'il y a des endroits où justement le résultat écrit
ne correspond pas à ce qu'il a trouvé en chiffres, enfin n'est pas précisément ce qu'il a trouvé en chiffres pour mieux mettre en valeur l'haltérophilie. Et en fait, ce gars qui a écrit cette étude, alors, je retrouve pas son nom, mais je crois que c'était John Michael Harrison. Je suis allé faire énormément de recherches. J'ai malheureusement pas réussi à le retrouver, mais je peux mettre ma main à couper dès maintenant que c'était un gars qui était passionné d'haltérophilie, qui s'est retrouvé en panne d'idées au moment de choisir son sujet de thèse et qui est parti là-dessus pour une sorte de guéguerre pour montrer que l'haltérophilie est mieux que le powerlifting. Chose, moi je suis pro-power, mais je suis fan d'haltéro aussi. Chose que je reconnais et qu'on voit un petit peu dans notre quotidien de nous de sportifs. Il y a des guéguerres entre les différents sports qui constituent le fitness et les sports de force pour dire que l'un est meilleur que l'autre, et en fait ça a juste été une manière supplémentaire d'essayer d'enrichir son camp à lui. Donc déjà dans le qui, comment et pourquoi, on voit qu'il y a un conflit d'intérêts. Et vous voyez, je vous disais par exemple que il n'était pas aussi précis dans son résumé de résultats que ce qu'ont donné ces chiffres. Je vais vous donner là l'exemple précis. Donc je vais le traduire directement en français. Il dit qu'en gros, col du fémur, les deux, que ce soit l'haltérophilie et le football, ont montré qu'ils avaient une densité minérale osseuse significativement supérieure au public non sportif. Or, si on regarde justement les résultats dans le tableau, on voit que oui, c'est significativement supérieur par rapport à l'écart type, mais que c'est dans un mouchoir de poche avec la force athlétique, alors qu'il y a un énorme gap entre le football et l'haltérophilie. Donc en fait, quand on suit exactement son résumé, on voit que l'haltérophilie et le football sont les deux meilleurs, alors que non, il y a un énorme écart, et s'il devait y en avoir qu'un seul qui se détache, c'est clairement le foot. Sinon, on continue. On parlait justement de validité interne et validité externe. Validité interne, la causalité. Prouver dans un premier temps qu'il y a bien une corrélation entre A et B, entre les sports et les résultats de densité minérale osseuse. Ça, il a suffi de classer les résultats chiffrés et on trouve en tout cas que par rapport à son public, oui, il y a une corrélation entre les deux. Maintenant, pour continuer dans la causalité, il faut prouver la temporalité entre les deux. Donc A est antérieur à B. Et là, bien sûr, il n'y a rien du tout. On est d'accord que ça demanderait des études financièrement très chères, qui prendraient longtemps, qui seraient vraiment chiantes à faire. Donc ce serait pas une histoire de sujet de thèse. Mais à aucun moment dans cette étude, on voit que les densités minérales osseuses étaient différentes avant l'activité physique. Surtout qu'il est précisé que le critère, c'était 9 mois d'ancienneté dans la discipline avec niveau de compétition amateur. Donc là, clairement, à aucun moment, même si moi je suis quand même convaincu des résultats de cette étude, mais juste je suis en train de vous dire que si ça se trouve, toutes ces femmes-là avaient ces densités minérales osseuses avant, et même si ça se trouve, il y a bien corrélation entre A et B, mais c'est B qui impacte A. Si ça se trouve, pour continuer à faire de l'haltérophilie, il faut avoir un corps fait pour, et donc il faut avoir une belle densité minérale osseuse, et donc c'est des gens qui avaient déjà ça avant de commencer cette activité. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste à aucun moment il n'est prouvé que ce n'était pas le cas. Et comme je vous l'ai dit dès la première partie de cette vidéo, l'objectif d'une étude, c'est d'éliminer toutes les autres choses. C'est pas forcément de prouver quelque chose, c'est d'éliminer toutes les choses justement qui pourraient prêter à confusion. Donc déjà dans la causalité, à l'étage temporalité, on voit que c'est foutu. Et ensuite, après la temporalité, je vous ai dit qu'il y avait une troisième chose à regarder pour la causalité, c'est éliminer les variables qui pourraient être responsables aussi de ces changements. Et là, par contre, ils ont beau avoir éliminé pas mal de variables possibles. Quand ils ont récupéré les femmes pour faire passer ce test, donc ils en ont récupéré 37 au final, mais il n'y en avait pas 37, il y en avait 49 à la base, et l'écart entre les deux, il y a eu une ou deux participantes, je sais plus, qui voulaient au final plus faire l'étude, mais sinon l'écart entre les deux, c'est des cas qu'ils ont éliminés pour éliminer justement les variables qui pourraient être responsables de ces écarts de densité. Ils ont retiré des cas justement avec des grossesses, des allaitements, des médicaments, des gros troubles alimentaires, des cas aussi avec la ménopause, et ils sont même allés regarder les sports qui avaient été faits pour le public sédentaire dans la jeunesse, parce que ça, ils savaient que ça pouvait impacter aussi, et ils ont retiré les femmes qui avaient beau être sédentaires depuis longtemps, avaient été sportives quand elles étaient jeunes. Donc on voit déjà quand même que niveau élimination des variables qui pouvaient impacter, il y en avait un paquet. Maintenant, vous imaginez bien qu'il en reste une infinité de variables qui pourraient avoir justement un impact là-dessus. L'origine sociale, l'origine culturelle, l'éducation des gens, leur alimentation au quotidien, parce qu'ils ont retiré les gros troubles alimentaires, mais l'alimentation fait tout aussi. Donc même ceux qui mangent quasiment normalement, mais qui mangent complètement différemment les uns des autres, Enfin, vous prenez tous ces petits détails, il peut y en avoir une infinité encore une fois, toutes ces petites variables supplémentaires qui pourraient impacter, et si on les met tous ensemble, on se retrouve un petit peu noyé, au final on sait plus bien ce qui a impacté quoi. Donc on voit déjà, niveau causalité, c'est pas fait. Ensuite, on va regarder un petit peu si l'étude est reproductible, donc la validité est externe. Et là, en fait, dans les 26 pages d'études, la seule chose qu'on sait, par exemple, sur la public, c'est qu'il a été recruté localement autour de l'endroit de l'étude. Donc on connaît quelques critères de non-inclusion. On sait que le public était un public volontaire et un public local.
C'est tout niveau des informations. Niveau du public aussi, on va voir du coup qu'elles n'ont pas du tout le même âge, qu'elles n'ont pas du tout la même ancienneté dans leur discipline, et ça va de très loin. Il y a plus ou moins 2 ans, 4 ans et 8 ans d'ancienneté dans les groupes. Donc normalement, ça n'aurait pas du tout le même impact sur chaque sport. C'est même plus comparable. Bon, ça reste la validité interne. Donc on n'a pas non plus plus d'informations que ça sur les emplacements où ça a été fait, sur les différentes origines des gens. Donc par origine, il n'y a pas que votre origine géographique, l'origine sociale a un gros impact, le métier de vos parents, d'où vous venez exactement. Donc on voit, et ça bien sûr c'est une question de moyens, mais que la validité externe est très limitée aussi. Je vous mettrai bien entendu les liens des 2 études, donc la présentation de l'étude en française et à côté le lien de l'étude elle-même en anglais, si vous voulez aller regarder un petit peu. Et donc en gros, si on fait un résumé de ce qui va pas dans cette étude, on a vu que la validité interne, la causalité n'était pas prouvée. On a vu que la validité externe était basse, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de moyens. On a vu qu'il y avait hypothétiquement des conflits d'intérêts sur le qui, comment et pourquoi. Donc on voit qu'en fait à tous les étages, il y a des choses qui vont pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette étude est fausse. Si ça se trouve, les résultats de cette étude sont bons. Ça veut juste dire qu'on peut pas du tout être sûr, qu'il y a une sorte de flou autour de cette étude, et comme bon nombre d'études dans le milieu du sport, ça peut vous aider à penser, mais ça ne prouve rien. Et c'est là où on se retrouve justement avec un gros problème. Alors il est mondial ce problème, il n'est pas qu'en France. C'est les gens qui vont se gargariser en se cachant derrière des études dans tous les sens, alors que la plupart des études ne prouvent vraiment rien du tout. Dire voilà, scientifiquement on sait que ça, scientifiquement on sait que ça, mais au final si tu creuses 2 secondes, déjà il n'y a pas grand chose de scientifique, l'étude ne prouve rien, et ça nous amène absolument nulle part. Donc voilà, je fais pas cette vidéo pour vous dire que les études sont fausses, je fais juste cette vidéo pour essayer de développer un petit peu le sens critique des gens, et se dire que on est dans un monde où il reste encore tout à faire, que tout n'a pas été trouvé, et que en 2021, à cette époque où on est noyé dans l'information, parce qu'avec les réseaux sociaux, internet, on a des infos partout, on sait même plus comment les trier, comment les prendre et quoi faire avec, et on peut rester un petit peu stratège, méthodique, pour que le peu d'informations qu'on va vraiment prendre et emmagasiner, on soit plus ou moins sûr de leur véracité. Il y a un grand physicien que j'adore qui s'appelle Étienne Klein, qui dit quelque chose de très vrai. Il dit que la vérité se trouve dans la nuance. Et la nuance, c'est le doute et c'est l'esprit critique. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté par contre. La nuance, c'est le doute et c'est l'esprit critique, c'est pas lui. La citation s'arrêtait juste avant. Mais voilà, peu importe ce qu'on vous balance, peu importe ce que vous voyez, essayez de comprendre pourquoi, essayez de comprendre d'où et soyez un maximum critique. Il vaut mieux moins apprendre, mais apprendre des choses qui sont plus sensées. Ça vous fera du bien et au moins vous serez sûr de ce que vous avancez. On le remarque dans tous les sens, tout le monde a envie d'avoir son opinion sur les choses et ça c'est complètement normal, sauf qu'il vaut mieux avoir justement son opinion quand on a déjà fait des recherches sur quelque chose et qu'on est sûr de son information plutôt que de créer un débat stérile où les 2 parties ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire et que c'est du on dit de j'ai lu sur Instagram. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez nous soutenir parce que vous aimez ce qu'on fait, le meilleur moyen, et avant même ça, je vous remercie d'avance si vous le faites, le meilleur moyen c'est de vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est d'aimer ce qu'on fait, c'est de commenter, c'est de nous suivre sur les autres réseaux sociaux. D'un côté, ça peut vous apporter, ça je vous le promets, et d'un autre côté, nous, ça nous apporte, c'est sûr et certain. Et puis sinon, moi, j'aimerais juste à vous dire à bientôt. Allez, salut!